mais c'est pas assez. Et logiquement, là encore, le club pro de Rouen ne me garde pas. Donc je ne signe pas pro, encore. On te fait aussi comprendre que tout peut aller très vite. Aujourd'hui, t'es bon, mais dans un an, dans 2 ans, t'es où? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Nick, ça va très très bien. Tu peux m'appeler François sans aucun souci. Ah, bon, ça c'est un peu le premier coup de pression. Je sais, je vais essayer de tutoyer, de dire François. Mais j'ai pris l'habitude quand même aussi de vous voyer. Comment ça se passe le retour en France? Ça se passe très très bien. Ça fait déjà quelques mois. Je suis revenu au mois d'août, début août, en France. Mhm. Euh, j'ai intégré un club qui s'appelle le Football Club de Lorient. L'équipe professionnelle masculine évolue en division 1, en pro. Euh, Elle va lutter. Il reste 3 matchs de championnat de Ligue 1 pour qu'elle se maintienne. Et on a bon espoir que nos joueurs pros réussissent à maintenir l'équipe à ce niveau-là de la compétition et au Mhm. meilleur échelon national en France. Et puis, en ce qui concerne mon travail en tant que tel, peut-être qu'on en parlera plus en détail plus tard, mais je suis revenu comme entraîneur, éducateur, entraîneur, formateur au centre de formation, donc à l'académie du FC Lorient. Et voilà, un club dans lequel je connaissais déjà quelques éducateurs, qui sont pour certains pas que des éducateurs, mais aussi des amis que je connaissais depuis longtemps et que je côtoyais en dehors du travail, en fait. Et donc, c'est un plaisir de revenir non seulement en France, mais aussi dans un club professionnel français, voilà, où je redécouvre plein de petites choses qui me plaisent bien et où il y a encore beaucoup, beaucoup de travail, que ce soit à mon propre niveau, mais aussi avec les gens avec qui je travaille. Voilà. Est-ce que vous revenez quelquefois, est-ce que vous avez planifié de revenir à Québec ou ça y est, on est définitivement de retour en France pour de bon? Je suis revenu vraiment un voyage express, 4-5 jours, fin octobre dernier. Que- Et puis, j'ai prévu de revenir au Canada, à Montréal, euh, là, pendant mes vacances à moi, donc fin juin, début juillet. J'ai pas encore pris mes billets, mais ce sera dans cette période-là, ouais. Donc là, vous êtes au FC Lorient, un Ouais, club français, et justement, on leur souhaite le maintien, mais je suis obligé de placer. Je sais, il y a un petit déplacement à Marseille dans quelques semaines. On va quand même espérer, parce que Marseille aussi, on cherche les places européennes en ce moment. Si on un maintien de Lorient et une place européenne à Marseille, on prendrait bien. Comment ça s'est fait l'approche justement du FC Lorient? Comment on vous a contacté? bah, assez facilement et ça a été très rapide en fait. Euh, En fait, je suis revenu en France fin juin 2023 pour assister à un mariage auquel j'étais invité. Et donc, pendant cette semaine-là, j'ai revu un certain nombre d'amis. Un de ces amis-là est directeur du centre de formation de Lorient. Euh, Jamais, malgré que ce soit mon ami depuis plusieurs années, jamais je n'avais proposé mes services, jamais je n'avais osé, parce que je partais du principe que ce club-là était très bien organisé et que les entraîneurs qui étaient soit dans le staff professionnel, soit dans le staff de l'académie, bah, étaient tous et compétents et travailleurs et il n'y avait pas besoin d'autres personnes. Jusqu'au moment où, ben, à mon retour au Canada, cette personne-là m'appelle pour me dire, j'ai un éducateur qui s'en va. Je suis en quête d'un nouvel éducateur pour le remplacer. Et est-ce que ça t'intéresse? Et donc, il a fallu que je passe par différents. Alors oui, j'ai dit oui, j'étais intéressé. Il a fallu que je passe par un processus de recrutement, donc des entretiens. J'ai eu 3 entretiens en 3 jours, et puis qui se sont plutôt bien passés. Et on m'a proposé de signer donc comme entraîneur au FC Lorient, là où j'ai signé 3 ans.
Voilà, donc j'ai accepté, mais pendant cette période-là où je passais des entretiens, bah, j'ai prévenu mon responsable du club soccer Longueuil où j'étais encore salarié. Donc j'ai prévenu Gilbert Baya et Gilbert a évidemment compris la situation et Gilbert, comme le conseil d'administration, le président du club m'ont libéré pour que je puisse arrêter mon contrat de travail avec Longueuil et que je puisse commencer un nouveau contrat de travail avec ce club professionnel du FC Lorient. Donc, en qualité d'entraîneur à la formation, donc je suis adjoint d'Anaïs Beaunoir, qui est une éducatrice responsable du groupe formation. Donc, je suis son adjoint la semaine. Le week-end, je suis avec un autre éducateur, Benjamin Janton, qui est l'entraîneur des U19 nationaux. Donc, je l'assiste lors des matchs. Et, euh, et on a également une section amateur, euh, où là encore, je suis parfois, quand on a besoin de moi, l'un des assistants. Voilà. Donc, un rôle un petit peu hybride, à cheval sur trois groupes d'entraînement, ce qui me va bien parce que il a fallu que je réhabitue mon regard de coach euh, à l'exigence et surtout à la qualité des joueurs en France. Et donc, ça faisait 11 ans et demi que j'habitais au Canada. Et donc, mon œil de coach ou de recruteur s'était habitué à la qualité des joueurs que je voyais le plus souvent, c'est-à-dire des joueurs de la région de Montréal, voire du Québec. Et là, il a fallu que je me réhabitue. Donc, avoir un poste tout de suite d'entraîneur en chef, j'aurais dû vite évoluer pour prendre des bonnes décisions. Et puis bah là, on me permet d'avoir le temps. Donc, en tant qu'adjoint, j'ai le temps de me reformer, de me réhabituer à ce nouveau contexte qui existe en France, dans les jeunes et dans les centres de formation français. Vous l'avez dit, 11 ans et demi au Québec. On ne se rend pas compte, il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui aujourd'hui évoluent en MLS, en CPL ou dans d'autres championnats, mais ils ont un point en commun. Est-ce que vous savez c'est lequel? Ils ont tous été entraînés par François Bourget. C'est pas mal, non? Bah, pas tous, mais Pas tous, évidemment, mais une bonne majorité. une bonne partie, ouais. Et, bah, j'en suis très très content déjà. Mais c'est d'abord le joueur qui est le premier responsable de sa réussite. Et donc, nous, les coachs, on est de passage. Et dans le contexte qui était le mien au Québec, c'est-à-dire dans un club amateur, quel qu'il soit, que ce soit Longueuil ou Saint-Hubert, où j'ai travaillé, Mhm. euh, la finalité était la même. C'était de recruter des joueurs à potentiel, de les développer. Et puis, à un moment donné, quand ils sont assez bons, assez mûrs, bah, de toute façon, on n'a pas le choix de les laisser partir. On n'avait pas vocation à pouvoir les garder, puisqu'on n'avait pas vocation à devenir professionnel. Et donc, je suis très, très content que les organisations par lesquelles je suis passé, et je n'oublie pas le Collège Antique, qui a été, comment dire, qui m'a permis de développer un projet à côté du club civil, bah, de continuer le projet avec l'école, en fait, avec le collège. Et ça, je pense que ça a été un gain de temps pour les joueurs dans leur développement. Et donc, bah oui, oui, je suis très, très content qu'il y ait eu un certain nombre d'entre eux. Je compte pas combien il y en a eu, mais il y en a une bonne douzaine qui sont Ouais. aujourd'hui en Première Ligue et en MLS, même en Espagne avec Diadine Abzi. Mhm. Voilà, et puis il y en a d'autres que j'ai côtoyés un petit peu moins souvent et un petit peu moins longtemps, qui réalisent leur petit bonhomme de chemin au niveau professionnel aussi. Donc voilà, je suis très fier d'eux, très fier de ce qu'ils réalisent eux. Voilà.
bon, on va parler de l'entraîneur, le formateur, l'homme qui est devenu François Bourget, mais euh, dans ce format d'entrevue, j'ai quand même pris l'habitude aussi de connaître un peu l'avant. Ça veut dire le, le, le joueur, dans votre cas aussi, dans votre cas précis. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent que vous avez été un crack, si on peut le dire comme ça. Euh, et surtout que vous êtes en France, vous êtes né en France, donc c'est aussi différent de ce qu'on a pu connaître ici au Québec. Justement, comment se passe l'enfance pour le jeune François? Comment ça se passe la vie en France? Très simplement et normalement, j'ai un papa et une maman qui s'occupent très bien de moi. J'ai un grand frère qui a 12 ans de plus que moi et qui participe à mon éducation aussi. Mhm. Euh, je vois mon grand frère comme un modèle dans la vie. Voilà, donc j'ai une scolarité tout à fait normale. Je grandis dans un quartier qui n'est pas un quartier très très huppé, mais qui n'est pas non plus une ZUP, un quartier très simple, à Angers, dans la ville de Angers, dans l'ouest de la France. Et puis je commence à jouer au foot à partir de 6 ans, comme beaucoup de garçons de mon âge. Et donc, le fait d'être passionné de foot bah, me donne envie de m'entraîner, de jouer. Je prends ça beaucoup à cœur. Et puis, bah, il apparaît à un moment donné que j'ai quelques qualités. Alors, je tente de les exploiter du mieux possible. Et donc, à partir de 13 ans, il y a deux, trois clubs qui commencent à me suivre. Et puis, et puis voilà, donc je suis suivi par le SCO d'Angers, la ville où j'habite, qui est déjà Ok. un club professionnel de Ligue 2. Et puis le FC Nantes, qui vient s'intéresser à mes quelques qualités, qui prend contact avec mes parents. Et le FC Nantes est un club de Ligue 1 qui joue l'Europe quasiment chaque année à l'époque, et qui surtout est très réputé pour la qualité de sa formation depuis quelques années déjà. Mais la grosse différence pour mes parents, c'est que ils ont une école qui est intégrée au centre de formation. Et il va faire que mes parents vont dire oui au FC Nantes plutôt qu'à un autre club. Et donc, je me retrouve à 14 ans et demi interne au FC Nantes. Pardon, 15 ans et demi. Donc voilà. Alors, au niveau scolaire, je continue ma scolarité normale, seconde, première, terminale. Euh, et puis, j'ai ouais, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je joue au FC Nantes. Euh, avec des joueurs à l'époque au centre de formation que l'on côtoie, qui vont devenir des très très bons joueurs au niveau international. Je pense à Christian Carambeu ou à Claude Makelele pour les plus connus. Mhm. Donc, c'est des personnes que je côtoie à l'époque. Euh, avec mes copains de l'époque, donc on devient champion de France moins de 17 ans. Et je suis toujours en contact avec certains d'entre eux, donc ça nous a marqué. C'est une époque où, ouais, où je suis adolescent et on vit bien notre adolescence. Je suis jeune footballeur avec encore plein de rêves de devenir joueur professionnel, si possible au FC Nantes, club que j'aime. Et puis je suis un étudiant qui obtient son bac enfin, sans passer par le rattrapage donc du premier coup. Donc rien d'exceptionnel et en même temps, bah, j'avance, je grandis. 18 ans, 19 ans, je fais 2 ans post-bac au club et Ok. je commence au niveau senior tout en ayant bah, voilà, 18-19 ans. Donc on est un petit peu en avance sur ce qui se fait ailleurs au FC Nantes en termes de qualité d'entraînement, en termes de qualité de jeu aussi. Et puis, l'aventure FC Nantes s'arrête un petit peu avant, dans mon année de 20 ans.
parce que logiquement, le coach Reynaldo Noex me dit que bah, j'ai pas assez de qualité pour intégrer cette équipe professionnelle du FC Nantes, qui à l'époque bah, joue le haut de tableau en Ligue 1. Et puis bah, moi, oui, je me rends compte que j'ai pas le niveau de certains. Il faut être assez lucide bah, pour comprendre que le club ne va pas me garder. Donc, je rebondis d'abord dans un premier club en Normandie. Donc là, j'ai 20 ans. J'apprends à vivre loin de mes copains, avec qui j'ai passé 5 années merveilleuses au FC Nantes. Et là, il faut se réhabituer donc à une nouvelle ville, à une nouvelle manière de jouer, à des nouveaux copains, évidemment. Mais voilà, ça fait partie de la vie, tout simplement, et donc de s'adapter. Et dans l'adaptation, bah, de trouver ce qui est le mieux pour s'exprimer en tant que personne, puis après en tant que joueur. L'aventure à Rouen va durer seulement 1 an, et ensuite, je vais revenir chez mes parents à Angers, mais là, sans club. Donc, je suis à la recherche d'un club. Eux se disent, bah, on était plein d'espoir pour notre fils lorsqu'il a quitté la maison à 15 ans. Là, on le retrouve 5, 6 ans plus tard. Bah, il a pas réussi, entre guillemets, dans le milieu du football. Et puis je ne me résigne pas, je m'accroche. Et à Angers, il y a un club pro qui joue en Ligue 2. Et donc, je vais quand même aller taper à la porte de ce club-là. Ils vont me prendre à l'essai avec l'équipe réserve. Et pendant 10 jours, je donne tout ce que j'ai pour finalement me voir offrir un contrat amateur pour jouer dans l'équipe réserve. Et puis, bah, le fait est qu'après 2 mois d'entraînement avec l'équipe réserve, l'entraîneur des pros vient nous voir jouer, vient nous voir jouer à l'entraînement et dit à l'entraîneur de l'équipe réserve, j'ai besoin de 3 jeunes joueurs parce que j'ai trop de blessés, j'ai trop de joueurs suspendus en pro. Qui est-ce que tu peux me conseiller? Et je fais partie des 3 noms que le coach de l'équipe réserve donne au coach des pros. Et donc, je démarre mon premier match en Ligue 2 à l'âge de 21 ans, quoi. Et là, je vais faire 25 matchs en Ligue 2 à 21 ans. Donc je suis très, très content de jouer en pro dans la ville où j'ai grandi, c'est-à-dire à Angers. Euh, voilà, ça c'est le début de ma modeste carrière de joueur pro. Et voilà. Alors là, il y a beaucoup de questions qui me viennent en tête. Euh, Tout d'abord, vous parlez on va revenir à vos tout débuts. Euh, Vous commencez à jouer amateur. À quel âge? Vous êtes jeune. À 6 ans, Ok, à 6 ans. Et c'était une structure complètement amateur. exact. Ouais. La Et vous, Vaillante d'Angers, un club qui s'appelle la Vaillante d'Angers. Mhm. et vous grandissez en évoluant à quel poste? Je suis milieu de terrain défensif ou défenseur central. Ok. Et la détection. Parce que là, on est passé directement aussi à la détection du FC Nantes. Comment elle se crée, comment ça vient à vous, le fait de, oh, le jeune François, on aimerait l'avoir pour une détection. En fait, ce qui se passe en France, c'est que dès l'âge de 13 ans, euh, le, le district, ce qui correspond à l'association régionale au Québec, envoie une lettre, un courriel à tous les clubs de son département, de sa région, pour demander à telle date, nous faisons une sélection, veuillez nous envoyer vos meilleurs joueurs. Ok. Alors donc, j'ai été envoyé, et donc c'était mon éducateur de l'époque, Jean-Luc Lucas, qui m'avait accompagné. Donc on était quelques-uns de l'équipe à participer à ce genre de détection. Et il y a plusieurs tours de détection, comme au Québec. Et à chaque tour, bah, il y a des joueurs qui sont gardés, conservés, d'autres qui sont coupés. Et donc moi, j'ai passé tous ces tours de sélection jusqu'à arriver dans l'équipe départementale, donc dans l'équipe régionale pour le Québec. Euh, Là, bah, il y a un genre de tournoi qui nous fait jouer contre les autres
département, donc contre les autres associations régionales. Mhm. Dans ce moment-là, bah, j'ai été bon. Donc j'ai été repéré par des recruteurs qui viennent voir tous ces matchs-là. Et c'est à l'issue de ce tournoi-là que le SCO d'Angers et le FC Nantes m'ont repéré et se sont mis en relation avec mon éducateur du club et avec mes parents. Et chaque club avait leurs propres arguments pour essayer de me convaincre moi, mais aussi mes parents, de venir jouer chez eux. C'est exactement ce qui se passe au Québec, hein, voilà. Donc c'est comme ça que la détection se fait. Ensuite, il y a des détections régionales, donc provinciales pour le Québec, auxquelles dans ces sélections, je suis sélectionné également. Et voilà, je continue d'être suivi par les clubs pro et enfin, par ces deux clubs pro là. Et puis la discussion avec mes parents continue. Et ensuite, je suis invité à un match amical avec le FC Nantes. Euh, et quelques mois plus tard, je suis invité à un tournoi avec le FC Nantes, à l'issue duquel, si je suis bon, ils vont me proposer de rentrer dans leur club. Si je ne suis pas assez fort, ils me proposeront rien. Il s'avère que je fais le tournoi international de Montaigu, qui est très connu au niveau international. Donc, ce tournoi-là a la particularité d'avoir un tournoi de clubs avec 8 clubs et un tournoi de nations avec 8 équipes nationales Ok. qui se rencontrent. Alors moi, je le fais avec le club du FC Nantes. On gagne le tournoi et puis la relation avec le FC Nantes continue et le fait d'avoir fait un bon tournoi, de m'être fait des amis dans l'équipe participe au fait que j'ai qu'une envie, c'est d'aller au FC Nantes. Et le FC Nantes donc, me propose logiquement de venir intégrer le centre de formation. Et voilà. Et ensuite, se pose la question du contrat. Alors, il y a deux manières d'arriver dans le club, dans un club professionnel. Soit on vous offre un contrat sur plusieurs années et vous êtes déjà rémunéré à partir de 16 ans. Tout ça, c'est très réglementé par le droit du travail en France et réglementé par une charte du football professionnel. Donc, il y a soit la possibilité d'avoir un contrat, soit vous entrez dans le club sans contrat. Et moi, c'est ce qui a été proposé à mes parents. Donc, je suis rentré au club sans contrat, c'est-à-dire je devais prouver chaque année que je pouvais rester l'année d'après, et puis l'année suivante, et puis la saison suivante. Donc ça m'a obligé, dès mon plus jeune âge, à me battre, entre guillemets, chaque jour, chaque mois, chaque saison, pour gagner ma place, pour prouver mes qualités de joueur. Et de cette manière-là, contrairement à certains de mes collègues, j'ai fait 5 fois une saison, en fait, et chaque année pouvait être la dernière au FC Nantes. Donc chaque année, j'étais obligé et de progresser, mais aussi de m'accrocher mentalement parce que il est arrivé des rencontres au milieu de la saison avec les coachs où les coachs me disaient bah voilà François, nous on aimerait bien que tu progresses dans tel et tel et tel domaine et puis on n'est pas sûr que tu progresses donc on ne sait pas encore si on va te garder la saison prochaine. Donc ces coups de pression là, je les connais depuis l'adolescence et ça m'a pas empêché de m'accrocher et de rester 5 saisons au FC Nantes à la formation. C'est vrai que je n'ai pas réussi à signer un contrat pro au FC Nantes, mais j'ai quand même eu le mérite sans contrat de 3 ans, comme certains de mes collègues, j'ai eu le mérite de m'accrocher et de faire partie de cet effectif de qualité au centre de formation du FC Nantes pendant 5 ans. Et j'y ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu la grande chance, le privilège d'avoir des gens, des coachs très, très bons dans leur domaine. C'était des maîtres dans le football, dans l'enseignement du football. Donc, ce sont des gens que tu connais sans doute pas, Nick, et qui aujourd'hui sont connus essentiellement en France, mais surtout au niveau international, des gens qui connaissent, enfin, qui sont très, très amateurs du foot
Mais voilà, Jean-Claude Bauduin, Gilles Albert, Reynald Noex, Jean-Claude Ciodos sont des gens que j'ai eu l'occasion de côtoyer plus ou moins longtemps Mhm. et qui m'ont appris beaucoup dans le foot. Et aujourd'hui, je leur dois beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que non seulement ils m'ont accompagné dans ma vie de jeune adolescent, ils m'ont fait grandir, mais en plus de ça, ils m'ont inspiré. Et quand je suis devenu à mon tour éducateur, entraîneur, formateur, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspiré d'eux. Pas que d'eux, mais en grande partie, oui. Et quand vous rentrez à Nantes, est-ce que vous avez justement conscience d'où ce que vous vous retrouvez? Alors oui, parce que Nantes a une telle renommée en France à l'époque au niveau de Ouais. la formation. Euh, je sais très très bien que les joueurs, les jeunes joueurs qui rentrent là sont tous très forts. Je manque de confiance en moi à l'époque, donc pour moi, tous mes coéquipiers sont tous plus forts que moi et j'ai une énorme estime pour chacun d'entre eux. Et puis l'autre chose qui me fait dire ça, c'est que quand j'arrive à 15 ans et demi, je suis le plus jeune, quoi. Et on arrive dans un internat où on est à peu près une vingtaine. Bon, moi, avec trois autres de mes copains, tous les autres sont plus âgés que nous, quoi. On n'est que quatre à avoir 15 ans et demi, et tous les autres sont plus âgés. Donc, il y a un apprentissage de la vie de groupe, de la vie dans un internat, loin des parents, loin de maman. Donc, les débuts sont difficiles, mais c'est comme tout, c'est un apprentissage et on s'adapte. Aussi jeune on pouvait être, on s'adapte. Et dans l'adaptation, j'en retire une certaine, une grande satisfaction parce que ma période nantaise, même si elle ne m'a pas permis de devenir pro au FC Nantes, ça a quand même été une très très belle période de ma vie. Et quand j'y repense, ou quand on se revoit avec les personnes que j'ai pu côtoyer là-bas à cette période-là, on est toujours très très content de se revoir, vraiment. Très, ouais, ouais, ouais. C'est quelque chose qui nous lie, voilà. Ce passage-là, dans ce club-là, à l'époque, c'est quelque chose qui nous lie à vie, quoi. Voilà. Alors, une semaine type en, en centre de formation, ça ressemble à quoi? Donc, le lundi, on est essentiellement dans notre école, un petit peu à l'entraînement le soir. Le mardi, à l'époque, on a deux séances, une séance le matin, une séance l'après-midi. Mercredi, même chose. Et on a des cours de 8h à 10h le matin et de 13h30 à 16h l'après-midi. Et après le deuxième entraînement de la journée, on a une heure et demie d'études pour faire nos leçons, une période d'études où on est surveillé par un prof ou une aide scolaire, on va dire, une aide académique. Le jeudi et le vendredi, c'est 8h, 13h cours. 13h, on va manger. Vers 13h30, 14h, on est libre, mais on est surtout libre de se reposer dans nos chambres, donc sieste, parfois obligatoire par les coachs. Ça, c'était rendu obligatoire par les coachs pour Ok. que le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, pour qu'on puisse retrouver de la fraîcheur et préparer le match du week-end. Parce que quand tu fais deux entraînements le mardi, deux entraînements le mercredi, bon, t'es fatigué. Aujourd'hui, c'est plus ça, ou en tout cas moins, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes joueurs avaient du mal à répéter deux entraînements par jour et que souvent la deuxième de la journée était avec beaucoup moins d'enthousiasme et beaucoup moins d'intensité. Donc ça a évolué. Mais à l'époque, c'était ça. Et donc, le vendredi, les coachs annoncent les équipes du week-end et puis on jouait soit le samedi, soit le dimanche. Sachant que parfois, quand on joue le dimanche, on a encore une séance le samedi matin. Ok. Donc, notre temps libre, c'était uniquement les jours où il n'y avait pas de match, donc soit le samedi après-midi quand on jouait le dimanche,
soit le dimanche après-midi quand on jouait le samedi. Et puis notre école, c'était une école spécialisée qui était créée et qui était organisée uniquement pour nous, les footballeurs, et ensuite qui s'est ouvert à d'autres sportifs de haut niveau de la région de Nantes. Donc l'école a accueilli à un moment donné des tennisman, des tenniswomen, des nageurs, nageuses, basketteurs, basketteuses, cyclistes, tennis de table, enfin tous les meilleurs sportifs des clubs nantais étaient réunis dans cette école-là. Nous, on était un petit peu privilégiés parce qu'on était sur notre site d'entraînement, donc on avait très peu de transport à faire. Ben, on n'avait pas de transport à faire entre nos cours et nos vestiaires. Mais les autres sportifs, eux, devaient peut-être se déplacer pour aller sur leur propre site d'entraînement. Mais par contre, on avait une école de sportifs de haut niveau qui n'était plus dédiée que aux footballeurs professionnels, mais à d'autres sports. Et la grande richesse de cet autre public, c'est que les autres sports, les autres sportifs avaient leur propre réalité. C'était des sports individuels pour certains, des sports collectifs pour d'autres, mais il y avait beaucoup moins d'argent dans leur sport qu'il y en avait pour le soccer, pour le foot chez nous. Et donc, ça nous ouvrait les yeux quand on discutait avec eux. Ça pouvait être très enrichissant parce qu'ils n'avaient pas, ils avaient des contraintes que nous, on n'avait pas dans le foot, par exemple. Mais pour revenir à l'école, c'était un prof pour 7 élèves maximum dans des petites classes. Et un prof pour 7 élèves, ça nous permettait d'avancer plus vite et de respecter le programme scolaire normal que l'éducation nationale nous imposait. Donc c'est comme ça aussi qu'on a pu avoir notre baccalauréat, enfin en tout cas pour ceux qui l'ont passé. C'est comme ça aussi qu'on a pu aller dans un BTS. Donc un BTS, c'est un genre de technique post-DEC. C'est un DEC technique post-DES, pardon. Ok. Voilà. Et on avait, je te dirais, une vingtaine d'heures de cours au lieu de 30-35 dans une scolarité normale. Et on allait aussi vite que la scolarité normale dans un lycée normal, dans un cégep normal, parce qu'on était un prof pour 7 élèves. Voilà. Et c'est l'école qui s'adaptait à nos entraînements et non pas l'inverse. Ok. Ok. Voilà. Euh, est-ce que, est-ce qu'au moment où on rentre dans un centre de formation, on peut avoir, comment je pourrais dire ça, la prétention d'enfin réaliser qu'on est bon, voire très bon, supérieur à la moyenne ou au bassin de joueurs de sa région? Euh, oui, forcément, à partir du moment où tu es, pris au FC Nantes, encore plus à l'époque, Ouais. tu es reconnu comme un bon joueur de ton année d'âge, de ta génération, ouais. Mm. À ma première année, on est 3 ou 4 joueurs à être présélectionnés en équipe de France. Donc là, je viens d'avoir 16 ans et donc on est 3 du FC Nantes à faire partie de cette présélection en équipe de France. Donc on est 60 joueurs de tous les clubs français. Et moi, je fais partie de cette sélection-là. Alors, j'ai pas eu l'occasion ensuite d'être sélectionné en équipe de France quand ils ont fait la sélection en tant que telle, mais voilà. Mais tu prends aussi conscience que, et on te le dit tous les jours, les coachs ou les grands frères, ceux qui sont tes aînés, on te fait aussi comprendre que tout peut aller très vite. Aujourd'hui, tu es bon, mais dans un an, dans 2 ans, t'es où? Et on a tous connu des expériences de joueurs, pas très bons à 14 ans, pas très bons à 16 ans, peut-être pour certains en équipe nationale. Puis bah, à 18, bah, ils ont disparu, quoi. Ils sont plus dedans. Et ils restent pas dans le club. Et on a tous connu ça. Et à l'inverse, il y a des joueurs entre guillemets normaux qui avancent petit à petit et qui jouent à un bon niveau en 14, 15 ans, 16 ans, mais qui sont pas parmi les meilleurs ou qui sont pas reconnus comme tels. Mhm. Et puis, bah, à un moment donné, il y a la croissance, la confiance,
il y a un déclic qui se fait dans l'année de 16 ans, dans l'année de 17 ans. Et puis bah, le joueur explose et s'épanouit vraiment à 18, 19 ans. Je pense que c'est le meilleur âge pour, euh, bah, pour s'exprimer, en fait. C'est là où le garçon peut montrer l'étendue de son talent, ouais, c'est aux alentours de 17 ans. La croissance est faite ou quasiment faite. Et voilà, quoi. C'est là qu'on se dit, oh putain, lui, il a du potentiel. Lui, il va y aller là-haut. Voilà. Même même si à tout âge, et même après, vers 19, 20, peut-être 22 ans, il y a des joueurs, je parle essentiellement des garçons, le public féminin, je le connais beaucoup moins, donc je me garderais bien de donner un point de vue éclairé là-dessus. Mais pour les garçons, ouais, on peut avoir des belles surprises à tout âge. Euh, Tout dépend du niveau où on est, tout dépend du niveau où on va vouloir aller quand on est joueur. Alors, évidemment, personne n'a la science infuse. Personne ne sait qu'est-ce que vous allez devenir les uns les autres à l'époque. Mais est-ce qu'il y avait déjà des joueurs au centre avec vous que lorsque vous les regardiez, vous disiez, il va, il a de l'avenir dans le football, que ce soit par son éthique de travail ou par son talent. Bah oui, moi j'ai vu arriver Claude Makelele. Ok. Et Claude n'est pas arrivé. Donc pour les plus jeunes qui pourraient écouter notre discussion, Nick, je Mhm. rappelle que Claude a été un joueur de l'équipe de France, euh, qu'il a joué au Real Madrid, à la belle époque du Real Madrid, avec toutes les stars, Zidane, Ronaldo, Figo et compagnie. Et il a joué à Chelsea, il a fini sa carrière, je crois, au PSG. Ouais. Et voilà. Et donc Claude arrive à 19 ans au FC Nantes. Donc, il n'a pas eu la formation au FC Nantes comme nous. Il est arrivé vraiment sur le tard. Je passerai les détails de sa venue, mais quand il arrive à 19 ans, on avait entendu parler de lui comme étant un super joueur. Et quand il vient à l'entraînement, dès le premier entraînement, sa première touche de balle, sa qualité d'appui, son explosivité, son efficacité font dire à tout le monde, non mais lui, il est au-dessus, quoi. Donc il a notre âge et tout le monde est unanime. Ben, lui, il est trop fort. Donc il a fait quelques semaines, mois d'entraînement avec nous et il est passé très très vite avec les pros. Et puis il a pu s'exprimer très très vite aussi avec eux. Donc, euh, donc voilà, Claude Makelele, ouais, très très fort. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure aussi, Christian Carambeu, qui est un des champions du monde de 1998 avec l'équipe de France. Mhm. Ben, Christian, il a 2 ans de plus que Claude et moi, mais il a eu une toute autre trajectoire. Euh, le point commun, c'est qu'il n'arrive pas dès l'âge de 15 ans, mais il a dû arriver vers 17, 18 ans, Christian. Et il arrive de Nouvelle-Calédonie. Donc, pour ceux qui ne savent pas où c'est très, 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 très loin de la France. Et ça fait partie des DOM-TOM, des départements et territoires d'outre-mer de la France. Et donc, quand il arrive en métropole, bah, il est un peu dépaysé, il est un peu déraciné. Et c'est déjà un athlète. Donc, il a une force, Christian, il a une puissance phénoménale. Il est déjà assez grand. Techniquement, il est doué. Mais par contre, l'intelligence de jeu, l'intelligence situationnelle, à quel moment donner son ballon, à quel moment la garder, comment se déplacer, où se déplacer, etc. Il l'a pas du tout. Et Ok. ses premiers matchs sont assez risibles, en fait, sont assez souriants parce que c'est un enfant que tu mets sur un terrain de foot Mhm. qui n'a aucune perception, qui n'a aucune conscience de tactique, en fait. Mhm. Et c'est là tout le travail de nos formateurs de l'époque, c'est que ils croient en lui et ils vont, mois après mois, année après année, façonner ce qui va devenir un super joueur de foot
au niveau du club, puis au niveau de la Ligue 1, puis après au niveau international. Je rappelle que Christian, après Nantes, a été à la Sampdoria de Gênes en Italie. Et je pense qu'après, il a dû aller au Real Madrid. Ouais. Et je crois qu'il y a une Champions League avec Zinedine Zidane, il me semble. Il me semble. Mm. Mm. Euh, et voilà, et donc voilà, ce sont deux exemples de joueurs, oui, que j'ai côtoyés au centre de formation. Un où tu te dis, ça éclate aux yeux, et l'autre, ça a été façonné, et donc ça a demandé beaucoup de patience de la part de nos formateurs de l'époque. Mais après, il y a d'autres exemples que peut-être je ne citerai pas là, parce que, un, ils sont peut-être un peu moins connus, parce qu'ils ont été des super joueurs à l'époque, mais peut-être moins en équipe de France que Christian et Claude. Mais il y avait à l'époque au FC Nantes de super joueurs à tous les postes et un petit peu de tous les âges. Là. C'était vraiment un plaisir d'aller s'entraîner parce que c'était dur, parce que c'était très fort, quoi, tout simplement. Alors, je faisais mes fiches et quelque chose m'est venu en tête. En tant que fan de Ligue 1, de football français, quand on regarde les Canal+, les pays de sport, etc., on parle beaucoup du jeu à la nantaise. Et quand il y a Mm. des séquences, on dit, ah, ça c'est le jeu à la nantaise. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'était le jeu à la nantaise? Est-ce que vous, vu que vous avez côtoyé la formation en tant que joueur, mais aussi en tant que formateur, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi ce fameux jeu à la nantaise? Bon, déjà, je ne sais pas qui a inventé le terme jeu à la nantaise, mais euh, le jeu à la nantaise, il n'est pas plus beau que le jeu à la City quand ça gagne, ou le jeu à la barcelonaise quand ça gagne des Champions League, ou que le jeu du PSG à différents moments, ou que le jeu de Bordeaux quand ils ont été champions dans les années, etc. Donc, je ne sais pas si ce sont des journalistes qui ont appelé ça comme ça. Mhm. En revanche, c'est vrai qu'il y avait une particularité forte qui a caractérisé la manière de jouer de cette équipe pro-là, de nos équipes de jeunes aussi à l'époque. Donc, sans aller très longtemps dans l'historique, il faut savoir que dans les années 60, il y a un entraîneur qui s'appelle José Arribas, d'origine espagnole, qui est venu entraîner le FC Nantes Mhm. et qui a mis en place une manière de jouer euh, dans laquelle lui, il avait l'impression que les joueurs allaient s'exprimer du mieux possible. S'exprimer du mieux possible, en clair, jouer d'une certaine manière pour gagner des matchs. Voilà. Et tous les entraîneurs ont, ou du moins devraient, mais je pense ont, une vision du foot qui tend vers je voudrais faire jouer mon équipe de telle manière pour gagner des matchs. Alors, et quel que soit le niveau, quel que soit le continent et quelles que soient les époques. Ouais. Alors, ce monsieur Arribas a eu des joueurs. Ces joueurs-là ont grandi avec lui et puis sont devenus à un moment donné non plus des joueurs pro, mais après leur carrière de joueur pro, sont devenus des coachs, des entraîneurs, qui, eux, à leur tour, ont repris les idées de jeu de monsieur Arribas, les ont fait évoluer parce que le foot évolue. Et puis, Jean-Claude Thiaudot est arrivé. Okay. Et Jean-Claude Thiaudot, ensuite, a eu des joueurs qui sont devenus coachs, etc. Et puis, Reynald Denouex est arrivé. Même si Monsieur Denouex, je suis pas sûr qu'il ait été joueur de Jean-Claude Thiaudot, mais en tout cas, il a été inspiré par tout ça. Et donc, tu te retrouves sur une période de 40 ans, là, avec pas beaucoup de coachs, certains qui ont été avec l'équipe première, donc l'équipe pro, mais d'autres qui ont passé beaucoup de temps avec d'abord le centre de formation, avec l'académie, et ils sont ensuite allés avec les pros. Mhm.
Ces gens-là, là, des années 60 jusqu'au début des années 2000, donc ça représente, oui, ce que je disais, 4 décennies, ont gardé cette même idée du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce jeu-là? Il y avait du mouvement. On nous demandait d'être constamment en mouvement. Euh, et le premier principe, c'était ton appel de balle déclenche la passe. Mhm. Si moi, je suis arrêté, mon copain qui est porteur de balle ne me fera jamais de passe parce que je suis arrêté et je ne lui indique tellement rien que lui, il ne peut pas me faire de passe. Et si tant est qu'il me la donne quand même, alors que je ne la demande pas, les adversaires qui sont autour de moi, ils auront beaucoup plus de chances d'intercepter le ballon, de gagner le ballon, plutôt que moi l'avoir ou le garder. Donc déjà, c'était un premier principe, le mouvement, l'appel déclenche la passe. Euh, je fais une petite parenthèse, spéciale dédicace à Freddy, à Megavi, qui peut-être regardera cette petite discussion et qui, je pense, aura un petit sourire là. Voilà. Parenthèse refermée, Freddy. Euh, ensuite, un autre principe, c'est pas forcément un principe de jeu, c'est voir avant de recevoir. Donc, moi, sans ballon, je devais non seulement me déplacer au bon moment, au bon endroit, et avant d'entrer en possession du ballon, je devais avoir vu ce qu'il y avait devant moi, mais aussi à ma droite, à ma gauche et derrière moi. Et je devais avoir vu quoi? Mes partenaires, les adversaires et les espaces libres. Voilà. Tous les entraînements étaient basés sur ces deux choses-là. Et au travers de ça, on créait des connexions, des codes entre un porteur de balle et un non-porteur. Et là, on ne parle que de deux personnes et d'un ballon. Et quand cette relation à deux était déjà comprise, pour pas dire maîtrisée, on y incorporait un troisième homme, un troisième joueur, un troisième homme, et puis un quatrième, et puis un cinquième. Et donc, il y avait différents exercices ou jeux qui, toujours axés sur ces deux idées, le mouvement et la prise d'information, ben, tous les jeux, tous les exercices, de l'échauffement jusqu'à la fin de l'entraînement, et en match, évidemment, eh bien, tous les jeux nous incitaient à avoir du mouvement, mais pas n'importe lequel, et à prendre les infos, et pas n'importe lesquelles. Et quand quotidiennement, tu es stimulé sur ces deux aspects-là du jeu, forcément que toi, tu joues de mieux en mieux avec tes copains, que tes copains jouent de mieux en mieux avec toi. Et puis, bah, écoute, quand tu fais ça à 15 ans, puis à 16 ans, puis à 17 ans, puis, bon, bah, forcément que, forcément que ça donne des choses, des belles choses sur le terrain. On n'a pas gagné tous nos matchs, hein, loin de là. Jeune. Et puis, pour accéder aux pros, bah, en fait, c'était les meilleurs de notre génération. Donc, selon les générations, bah, il y en avait 2, 3, 4, 5 qui passaient pro. Et donc, dans l'équipe pro, se retrouvaient des joueurs qui avaient été entraînés pendant 5 ans de cette manière-là et qui se retrouvaient avec des joueurs de peut-être 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus, qui eux aussi avaient été entraînés de cette manière-là avec les mêmes coachs. Donc, il y avait une vraie liaison entre ce qu'on faisait à la formation et ce qu'on faisait chez les pros, avec des coachs qui vraiment parlaient le même langage et nous inculquaient les mêmes codes. Des codes communs à tous les joueurs, communs à tous les joueurs de la même équipe, mais aussi communs à toutes les générations, pour qu'à un moment donné, chez les pros, là où le niveau et la pression sont évidemment très, 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 très intenses,
Eh bien, pour qu'on s'exprime le mieux. Et je rappelle, s'exprimer le mieux, c'est gagner des matchs d'une certaine manière. Et donc, la manière dont on avait à Nantes de vouloir gagner les matchs, c'était cette manière de jouer là. Voilà. Je te passe la communication orale, le dosage des passes. Quand la passe était forte, ça voulait dire ça. Quand la passe était moins forte, ça voulait dire ça. Je te passe le jeu sans ballon, les fausses pistes. Voilà. Mais il y avait aussi, comme dans tous les clubs, beaucoup de travail athlétique avec ballon, le plus souvent avec ballon. Il y avait beaucoup de duels, des 1 contre 1, des 2 contre 1, des 2 contre 2, et une manière et d'attaquer ou de défendre euh, dans ces situations-là. Il y avait, euh, il y avait du jeu par paire, donc ça aidait ce que je disais au départ. Il y avait beaucoup de jeux de couleurs, développer la prise d'information. Il y avait beaucoup de jeux avec des contraintes. Libre, une touche, deux touches obligatoires, pas le droit de lober, des contraintes de touche dans certaines zones et libre dans d'autres zones. Euh, Ballon touché par l'adversaire égale ballon perdu. Enfin, je veux dire, il y avait une diversité dans les jeux, dans les exercices, qui nous amenait à être très, très éveillés dans le jeu, autant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Et puis, on avait des outils qui nous permettaient de développer ça. Alors, on avait des terrains de foot, hein, comme partout, mais euh, on avait aussi du matériel pédagogique qui Ok. développait cet éveil-là dans le jeu. Donc on avait un petit terrain fermé qu'on appelle la fosse, où le ballon ne sortait quasiment pas et où le ballon pouvait rebondir en touchant les murs et on devait anticiper là où allait aller le ballon quand le ballon touchait le mur, par exemple. Ok. Euh, il y avait des chokeballs. Des chokeballs, c'était un outil pédagogique. Quand on frappait le ballon contre le filet très très tendu, le ballon repartait dans un Il autre sens. revenait. Ça donnait une courbe comme si c'était un ballon long en fait. On a travaillé la finition avec ce genre de matériel-là. Puis évidemment, on avait des planches, donc des planches triangulaires sur lesquelles on pouvait faire du travail technique, mais surtout, c'était le début d'une action. Et on faisait des situations de jeu avec un ballon qui était tapé contre la planche, qui mettait le ballon en mouvement, le joueur en mouvement. Et là, le joueur ne regarde plus le ballon, il ne regarde plus le sol, il est obligé de regarder devant lui. Donc déjà, il est déjà dans la prise d'information avec lui en mouvement et le ballon en mouvement. Ça paraît simpliste de dire ça comme ça, mais c'était un moyen pédagogique pour que on lance une action et que ce soit un point de départ pour que le non-porteur puisse déjà faire un appel de balle. Enfin, bref. Là, on peut rentrer dans les aspects très, très, très de terrain, très techniques, très pédagogiques. Mais nos formateurs nous ont vraiment stimulés à tous ces aspects-là du jeu. Et c'était très, très enrichissant, vraiment. Donc, le jeu à la nantaise, oui. Disons que c'était une forme assez belle de jouer au foot, dans laquelle, ou au travers de laquelle on avait beaucoup de plaisir, nous, à jouer. Et ça nous faisait malheureusement pas tout le jour gagner des matchs, ni des compétitions, mais ça nous en a fait gagner quelques-unes à l'époque. Et il y a beaucoup d'ex-Nantais, hein, devenus pros ou pas, qui sont devenus des entraîneurs, des éducateurs ensuite, parce qu'on a été tellement stimulés, je pense, tellement intéressés et enrichis de ces coachs-là, de ces maîtres-là, que derrière, enseigner le foot ou à tout le moins donner des petits conseils à des joueurs ou à des équipes, à des jeunes ou moins jeunes, c'est devenu quelque chose de presque de naturel, quoi. Et cet apprentissage en tant que joueur, est-ce que vous avez essayé de la transmettre aussi en tant qu'éducateur?
Bah évidemment. Je ne sais pas si mes anciens joueurs que j'ai connus au Québec se souviennent, mais je pense que oui, parce que comme j'ai insisté tellement sur des choses que j'ai apprises et que je leur redonnais, parce que j'étais convaincu que c'était la bonne manière pour qu'ils apprennent le foot. Enfin, pour qu'ils apprennent. Pas qu'ils apprennent, parce que il y avait déjà eu des entraîneurs avant moi, ils en ont eu après moi qui leur ont appris une autre manière. En tout cas, j'étais persuadé que c'était une manière pour qu'ils évoluent. Voilà. Et donc, ouais, je pense que si on demande à Abou, il va te dire que prendre l'info, c'est important et que à partir du moment où il a réussi à le faire de mieux en mieux et de plus en plus souvent, je pense que ça fait partie des choses qui lui a permis d'évoluer à un bon niveau et qui lui permettra, je pense, de grandir encore. Parler des gammes avec Charles Auguste, je pense qu'il n'en pouvait plus des gammes parce qu'on le faisait souvent et trop souvent peut-être. Il n'empêche que les gammes, ça permet aux joueurs de mieux se connaître à deux, à trois, à quatre. Et quand tu le fais régulièrement aux entraînements, bah, à un moment donné, en match, tu le retrouves avec des vrais adversaires, avec un vrai enjeu, avec une vraie pression. Et tous les garçons que j'ai eu l'occasion d'avoir dans la région de Montréal ont eu cet apprentissage-là. Après, un joueur, il prend bien ce qu'il veut de son éducateur, de son coach, hein. Si on demande à l'un, il va te dire ça, à l'autre, il va te dire ça, et puis un troisième va te dire, bah, moi, ça m'a pas plu du tout, ces entraînements, j'ai pas aimé. Mhm. Et puis, et aucun problème là-dessus. Moi, ça a été ma manière de faire, ma manière de redonner ce que j'avais pu apprendre de ces illustres coachs-là. Voilà. Alors, pour revenir à la période au FC Nantes, vous avez un bon parcours avec les jeunes. On parle de champion de France. Vous grappillez des minutes avec les seniors. La suite logique, c'est le contrat pro. Et vous avez expliqué que ça ne s'est pas passé dans votre cas précis. Comment ça se fait justement que ça ne se passe pas pour vous? Bah, très simplement, c'est une question de valeur, c'est une question de qualité de joueur. Hmm. Je, je n'ai pas à l'époque la qualité suffisante pour pouvoir jouer en Ligue 1 au FC Nantes, qui à l'époque, je le rappelle, est un des meilleurs centres de formation et qui a une génération de joueurs très forte, quoi. Voilà. Et donc, au milieu de terrain au FC Nantes, bah, Jean-Michel Ferry, qui était 4 ou 5 ans plus âgé que moi, à l'époque, il est déjà, ou il va arriver en équipe de France. A. Mhm. Claude Maquet, à mon âge, mais c'est un ovni. Et Christian Carambeu, j'en parlais tout à l'heure, bah, c'est pareil, c'est un super joueur. Donc c'est les trois milieux de terrain qui jouent à l'époque en pro. Bon, ben moi, je suis à des années-lumière de les tutoyer. Donc, il faut être assez conscient de ça. Donc, quand le coach Reynald Nouex m'annonce au mois d'avril 1993 que je ne suis pas conservé, sur le coup, ça fait mal parce que c'est ton ego et puis c'est aussi ton rêve d'enfant qui se casse, qui se brise. Mais avec le recul, la réponse, enfin la décision qu'il prend ou qu'ils prennent, les coachs, elle est logique. Et puis, quelques mois avant, j'avais déjà eu un entretien au mois de, on va dire, à la période de Noël, au mois de décembre, pour justement déjà faire un point et parler de l'avenir. Donc, on m'avait déjà dit que ça allait être compliqué de rester. Mhm. Mais tu es toujours dans une forme de croyance, tu es toujours dans, voilà, dans le rêve. Mais bon, non, c'était normal. C'était normal. Donc, c'est une question purement et simplement de qualité. J'avais des qualités jusqu'à un certain niveau, jusqu'à une certaine, je pouvais les exprimer. Ma technique, je pouvais l'exprimer jusqu'à une certaine vitesse. Ma prise d'info,
il y a des joueurs qui l'apprenaient mieux, plus vite que moi. Donc, il y a des moments, des phases de jeu où j'héritais du ballon et j'étais pas confiant parce que je savais pas ce qui se passait autour de moi ou pas assez. Et puis, voilà. Et donc, plus on joue à un haut niveau, ben, plus on vient te presser plus vite. Enfin, il y a des zones du terrain où la pression vient plus vite. Ou alors, c'est le déplacement du coéquipier qui est fait à un instant, puis toi, tu n'es pas prêt à lui donner au bon moment. Donc, tout ça fait que, bah non, je signe pas pro. Et encore une fois, c'est normal. Alors, après, la question, c'est, OK, tu signes pas pro à Nantes, alors bah, qu'est-ce que tu fais de ces 5 années au centre de formation? Qu'est-ce que tu en fais? T'arrêtes le foot? Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter? Moi, non, pas du tout, parce que j'avais toujours envie de m'accrocher et je me suis dit, bah, si c'est pas au FC Nantes en Ligue 1, ça peut être ailleurs en Ligue 2 ou en Division 3 à l'époque, ce qu'on appelle le national aujourd'hui. Ouais. Puis, bah, ça a été ça, c'est-à-dire que je suis allé jouer dans un club, le FC Rouen, en Normandie, dont l'équipe première est en Ligue 2. Et moi, je signe un contrat de stagiaire pro et je suis avec l'équipe réserve. Et Mhm. donc, bah, encore une fois, si je suis très très fort là, je pense et j'espère que je vais jouer en pro. Et puis l'adaptation à cet autre club, à cette autre ville, à ces autres copains, à cette autre manière de jouer, parce que le foot à la nantaise, il est fait à Nantes, il n'est pas fait à Rouen, il n'est pas fait partout. Et Mhm. les codes communs que j'ai développés pendant 5 ans avec mes copains du FC Nantes, bah là, au FC Rouen, ils n'ont pas du tout les mêmes codes communs. Et donc, moi, quand j'attends l'appel d'un copain à Rouen, puis qu'il ne fait pas son appel, bah, je ne peux pas lui donner. Ou si je lui donne, il y a de grandes chances qu'on perde le ballon. Euh, enfin, ces choses-là, bah, il faut que je m'adapte à un autre football. C'est dur, c'est très dur au départ. Ça s'améliore avec la saison qui avance, mais c'est pas assez. Et logiquement, là encore, le club pro de Rouen ne me garde pas. Donc, je ne signe pas pro, encore. Donc, c'est la deuxième claque que je me prends en 2 ans, quoi. Et là, il y a une vraie réflexion. J'ai un collègue, il n'y a pas très longtemps, qui m'a appris l'expression le mur de la réalité. Alors, Mhm. c'est le moment où le joueur se dit, est-ce que j'ai vraiment toutes les qualités pour devenir pro? Et on peut se poser la question quand on joue en MLS, puis que notre contrat n'est pas reconduit. On peut se poser la question quand on joue en Canadian Premier League et que notre contrat n'est pas reconduit. On peut se poser la question en PLSQ quand le club ne souhaite pas nous garder ou quand on ne trouve pas de club. Enfin, je veux dire, à tous les niveaux, en Amérique du Nord comme en Europe, on peut se poser cette même question-là à un moment donné. Des fois, c'est à 16 ans, des fois, c'est à 18, des fois, c'est à 25 ans. Le mur de la réalité, il nous frappe. Et il faut être en capacité de l'accepter ou du moins de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je suis fait pour ça? Et puis, bah moi, 21, j'allais sur 21 ans, ouais. Donc, deux noms, celui du FC Nantes, celui du FC Rouen. Je me dis, bah, je fais quoi? Et là encore, je me réfère à mon enfance et à mon rêve de gamin, qui était de devenir joueur professionnel. Et je me reconcentre, je me focalise sur pourquoi je veux être footballeur professionnel. Je ne voulais pas être pro pour avoir beaucoup d'argent. Le bonheur matériel, c'est pas ça qui m'animait. Évidemment que c'était important. Évidemment qu'il fallait que je me loge, il fallait que je m'achète une voiture, etc., etc., comme tout le monde. Mais c'était fondamentalement pas ça mon moteur. Mon moteur, c'était le plaisir de jouer dans un stade rempli, avec des spectateurs. C'était ça qui me faisait kiffer, vraiment. Mhm. Mhm. Et tu peux réaliser ça en étant pro comme en étant amateur.
Puis que ton stade soit rempli de 80 000 spectateurs ou de 800 spectateurs ou de, je sais pas, moins que ça, enfin peu importe. Du moment que ta tribune, elle est remplie et le plaisir de jouer devant des gens qui s'intéressent à toi, qui te supportent, etc. C'était ça mon truc. Alors, bah, à 21 ans, je reviens vivre chez mes parents. Et puis là, quand j'ai une porte qui s'entrouvre au SCO d'Angers, ben, je fais tout pour l'ouvrir complètement, ce que je réussis à faire. Et c'est là que, tout en étant sous statut amateur, je commence à jouer en professionnel. Je commence à gagner des primes et un salaire pour jouer au foot. Mais encore une fois, et je suis très content de mes premières primes, de mes premiers salaires, mais c'est pas ça qui m'anime. Ce qui me fait me lever le matin, aller à l'entraînement, me défoncer, c'est que à chaque match, il y a 8 000, 10 000, 15 000, 18 000 spectateurs dans le stade à Angers quand je joue. Mhm. Et, et c'est de tout donner pour que ces gens-là, qui ont payé leur place, puissent voir leur équipe favorite, en l'occurrence mon équipe, pas forcément moi, mais mon équipe, gagner un match, bien jouer. Et moi, je fais tout pour ça. Je fais tout pour me mettre au service de mon équipe, mais aussi au service de ces spectateurs-là qui viennent nous voir. Voilà. C'est ça qui m'allume. Alors, bon, il y a encore une fois beaucoup de questions qui me viennent en tête. D'abord, pour parler de Rouen. En fait, du moment où vous êtes libéré de Nantes à votre signature à Rouen, est-ce que c'est un agent qui vous réfère? Est-ce que vous avez un agent à l'époque? Non? Non, les agents à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Ok. C'est, je parle d'une autre époque. Hein. Ouais, c'est sûr. On va faire sourire les plus jeunes là. Je parle d'une époque où il n'y a des agents que pour les joueurs pro connus, essentiellement les joueurs de Ligue 1. Ok. En jeune, on n'a pas d'agent à l'époque. Donc, qu'est-ce qu'on fait à l'époque? Les téléphones portables n'existent pas, Internet n'existe pas. Donc, on fait des lettres pardon, manuscrites. J'ai dû en écrire 50 ou 100. Mon Et on Dieu. se donne l'adresse du club et on envoie l'adresse du club à l'intention du coach de l'équipe 1 ou à l'intention du directeur du centre de formation une lettre manuscrite avec notre CV. Et la lettre manuscrite, tu l'écris autant de fois que tu veux envoyer de lettres à autant de clubs que tu souhaites contacter. Et tu fais la même chose avec ton CV. Tu n'as pas d'ordinateur. Tu fais pas du copier-coller. Bon, bref, c'est une autre époque, Ben, mais ça c'est se passait comme ça. Et donc, au travers des 30, 50, 100 lettres que tu écris, des lettres de motivation, hein, comme pour trouver un job, n'importe quel job, et donc avec ton CV, je veux dire, il faut être motivé, quoi, parce que ça prend du temps de faire tout ça. Ça prend du temps, je veux dire, faut pas faire de fautes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, un copier-coller, mail, courriel, ouais. ça part à plein de clubs dans le monde entier. Bah, à l'époque, c'est pas du tout ça. Donc, pour trouver un club, il faut se démerder pour avoir son numéro de téléphone et l'appeler 10, 15, 20 fois parce qu'il ne va pas répondre tout de suite. Et bref, c'est vraiment un chemin de croix quoi, pour trouver un club. Mais on est tous logés à la même enseigne, donc c'est pas plus dur pour moi que pour les autres. Mais c'est vrai que ce moyen-là de dire j'existe à des gens qui sont à l'autre bout de la France, bah, ça te force à te débrouiller. Donc, ça te force à vraiment aller chercher du temps et de la motivation. Voilà, tout simplement. C'était comme ça à l'époque. Donc, j'ai pas d'agent. Les, la profession d'agent et le nombre d'agents commence à augmenter lorsque je suis déjà pro au SCO d'Angers, en Ligue 2 ou en National, dans les années ouais, 80,
2018, 2003, 4, là, ouais, il commence à y avoir des agents. Et moi, j'ai jamais eu d'agent. Je me suis toujours débrouillé moi-même pour renouveler mes contrats, etc. Pour deux raisons, hein. La toute première raison, c'est que la profession d'agent, j'avais un a priori négatif sur cette profession-là. Et certains coéquipiers que j'avais côtoyés avaient tendance à me parler de manière négative de ces gens-là. Donc, moi, j'évitais de les contacter. Ou plutôt, je ne savais pas lequel contacter, lequel était le plus sain. J'avais vraiment envie de contacter quelqu'un qui m'aide vraiment, plutôt que quelqu'un qui voulait absolument de l'argent ou se faire de l'argent sur mon salaire. Donc, j'avais un a priori négatif, donc je n'allais pas vraiment vers eux. Et l'autre chose, c'est que je dois l'avouer, j'étais pas un joueur qui avait une grande confiance en lui. Et donc, je me disais, un agent, c'est fait pour les grands joueurs. Moi, j'en suis pas un. Donc, je vais pas contacter des agents. Ils vont pas vouloir me représenter parce que je ne suis pas assez bon. Et je pense de fait que les agents allaient plus vers des joueurs, des attaquants, des mecs qui étaient impactants, qui étaient, on va dire, plus en vue qu'un bien humble milieu de terrain défensif comme moi qui, malgré 7 saisons en Ligue 2 et nationale, n'a jamais marqué un but. Il a fait des passes D, mais jamais marqué un but. Donc, je me disais, moi, je suis un milieu de terrain comme il y en a des dizaines en France. Ils vont pas me représenter. Enfin, je ne les intéresse pas, quoi. J'étais assez conscient de ça. Voilà. Et j'étais dans cette manière de raisonner là, en tout cas. Et donc vous arrivez à Rouen pour une saison, comme vous Ouais, l'avez expliqué. après Nantes, Ouais. ouais. Que Ouais. pardon? Après le FC Nantes, après les Ouais, 5 ans de FC Nantes ouais. formation, j'arrive à Rouen. Un an, ouais. Ouais. Vous arrivez à Rouen. Vous intégrez pas directement l'équipe première, c'est la CFA à l'époque. Ouais, la CFA, la CFA, le championnat de France amateur 1. Ouais, enfin bref, c'est l'équipe réserve, c'est l'équipe 2 du club. Et vous faites la saison 93-94. Ouais, Et une année, vous avez dit vous restez seulement une année. Pourquoi vous restez seulement une année? bah, tout simplement parce que les coachs ne souhaitent pas me conserver après la première année et que Ok. c'est vrai que j'ai eu de la difficulté à m'adapter à un nouveau club, à une nouvelle manière de jouer. Donc, ils se sont dit, bah, ça peut être un bon joueur, mais c'est pas assez bon pour nous et on le garde pas. Voilà. Et lors de, L'autre chose qui a été, j'ai eu du mal à m'adapter en fait à la vie tout court là-bas. Mes premiers mois ont été compliqués. Il fallait que je me fasse de nouveaux copains, je le disais tout à l'heure. Il fallait que j'apprenne à jouer d'une nouvelle manière. Euh, Voilà, j'avais une copine à l'époque qui habitait Nantes, et puis ça s'est arrêté logiquement à cause de la distance, enfin, ou à cause d'autre chose, je sais pas, mais peu importe, ça s'est arrêté. Et donc tout ça a contribué que mes débuts à Rouen ont été un petit peu compliqués. La fin de saison à Rouen a été meilleure que les débuts, mais c'était sans doute pas assez suffisant aux yeux des dirigeants là-bas. Par contre, dans ma construction d'un jeune homme que j'étais, puisque c'était mon année de 20 ans, j'ai beaucoup appris, beaucoup rencontré de gens. Ouais, non, j'ai grandi en fait, j'ai maturé. et arrive 94-95. Vous retournez au SCO, bah, vous arrivez au SCO d'Angers. Comment les approches se sont faites? Bah, écoutez, très simplement, donc je suis à la recherche d'un club, je suis au chômage, hein, Mhm. et je reviens vivre chez mes parents, donc dans ma chambre d'enfant. Et puis cet été-là, donc sans club, je vais courir quasiment tous les jours. Je fais à peu près
les parcs de Angers, de la ville d'Angers, que je connais bien. Tous les jours, je fais entre 5 et 11 kilomètres de course. Et puis, bah, je suis à la recherche d'un club. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, j'envoie des CV un petit peu partout en France. J'ai très peu de réponses. J'ai pas d'argent. Et ben, un jour, j'appelle le directeur du centre de formation du SCO d'Angers et je lui dis, bah, vous me connaissez parce que je suis d'Angers, mais je jouais à Nantes les dernières années et avec Nantes, régulièrement, on jouait contre Angers. Donc, on était adversaires quand j'étais au FC Nantes. Donc, vous me connaissez. Bon. Et puis, il me dit, bah oui, oui, effectivement, je te connais, mais je sais pas, on a déjà un effectif. Pardon, on a déjà un effectif qui est bien rempli. Tu as 20 ans, si je te prends la formation, tu vas faire partie des plus âgés. J'ai envie de donner du temps de jeu à des plus jeunes, etc. etc. Et puis, ben, vraiment, j'y vais pour me vendre, chose que j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire. Et donc, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi ma chance, prenez-moi à l'essai et je vais vous montrer ce que je peux. Et puis, bah, vous déciderez. Bon, deal conclu. Donc, il m'accueille 10 jours à l'essai. Il ne s'engage pas, hein, c'est vraiment 10 jours secs. À l'issue des 10 jours, il y a un match amical. Et puis, ben, il se rend compte que j'ai quelques qualités. Et il décide, après le match amical, de me conserver. Donc là, je signe un contrat amateur, c'est-à-dire pas d'argent, enfin, pas de salaire, même pas de petite allocation, pas de per diem, rien du tout. Juste des primes quand je joue avec l'équipe réserve et qu'on gagne des matchs. Bon. Donc, j'ai dû faire un match de championnat, donc des matchs amicaux avec l'équipe réserve, un match de championnat, un match nul de mémoire. Et puis, bah, tout de suite après, c'est l'équipe pro qui a besoin de jeunes joueurs. Et là, le coach des pros vient voir le coach de la réserve en disant, écoute, j'ai besoin de 3 joueurs pour notre match de vendredi prochain contre Guingamp. Guingamp, qui était une grosse équipe de Ligue 2 à l'époque, qui était première, je crois, au classement à ce moment-là. Et Angers était pas très bien classé. Et donc, je démarre titulaire pour mon premier match en Ligue 2, pour mon premier match en pro. Donc voilà, je crois que j'ai fait les 90 minutes. Et puis on fait 0-0. Et donc voilà, c'est une grande satisfaction et c'est un magnifique souvenir pour moi parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans la ville d'Angers. Je suis parti à Nantes pour me former. J'ai eu un intermède à Rouen, dans la région, enfin en Normandie, pas très loin de Paris. Et là, je reviens dans ma ville où j'ai grandi et où j'ai plein de familles, d'amis. Et les uns les autres, au fur et à mesure des 25 matchs que je fais dans la saison, eh bien, viennent me voir jouer, voient bien les articles qui existent à l'époque, parce que bah, à 21 ans, quand tu fais des bons matchs, bah, tu as les honneurs de la presse, locale en tout cas. Et puis voilà, donc c'est une période où j'aime bien ma vie. Euh, voilà, c'est une période aussi où bah, financièrement, pour la première fois, j'ai une autonomie financière. Et pour la première fois, je me prends un appartement. Donc, je vis en appartement. Et, voilà. Donc, plein de bonnes choses. Euh, le seul petit regret, c'est qu'aujourd'hui, quand un jeune de 20-21 ans fait 25 matchs en Ligue 2, bon, le club va lui proposer un contrat pro. À Ouais. l'époque, ça ne s'est pas tout à fait comme ça. Il faut prouver encore plus. Et qui malheureusement m'arrive, c'est que ma première partie de saison donc est très belle, très bonne. Et ma deuxième partie de saison, j'accumule 2 blessures qui m'éloignent des terrains pendant plusieurs semaines.
Et en même temps, il y a un changement de président, il y a un changement de coach, il y a un directeur sportif qui arrive. Et ces gens-là, ils n'ont pas vu la belle période que j'ai fait en début de saison. Ils ne voient que mon côté blessé qui revient, mais quand je reviens de blessure, je retrouve pas mon niveau d'avant tout de suite. Donc, ils voient un joueur qui est moyen. Et donc, eux, ils prennent la décision en fin de saison de ne pas me proposer de contrat pro. Donc, je le vis un petit peu mal à l'époque parce que je trouve que c'est une injustice, mais ça fait partie et du foot et de la vie. Et donc, cette injustice-là, sur le coup, elle va me faire mal, mais voilà, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Donc, après une saison en Ligue 2 à Angers, dans mon année de 21 ans, eh bien, je n'ai pas le contrat pro que j'espère. Et puis, je suis en contact avec d'autres clubs, là encore, sans agent. Je suis en contact avec trois clubs de Ligue 2, mais les essais ne sont pas concluants. Donc, je ne continue pas au niveau pro. Donc, je suis obligé de chercher des clubs hiérarchiquement moins forts. Et donc, je vais jouer 2 années de suite dans 2 clubs différents, mais au niveau amateur, c'est-à-dire en National 2 à l'époque. Donc, je vais jouer à Ancenis, qui est une petite ville située entre Angers et Nantes, pas très loin d'où j'habite, et à Segré, qui est un club pas très loin d'Angers. Les 2 clubs jouent en 4e division en France, c'est amateur. Je suis un petit peu rémunéré lors de ces 2 saisons-là. Euh, Comme j'ai eu l'occasion de faire des matchs en Ligue 2 au niveau pro, forcément, il y a beaucoup d'attentes sur moi malgré mon jeune âge. J'ai 22 ans à Ancenis, j'ai 23 ans à Segré. Et effectivement, autant mes coéquipiers que le staff d'entraîneurs, ils ont beaucoup d'attentes envers moi. Et puis, c'est pas facile de jouer à un niveau on va dire à un niveau inférieur. Donc là encore, adaptation, ça prend du temps avant que je trouve mes marques, avant que je fasse des vraies belles prestations. Et puis ça commence à venir, et puis etc. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de retrouver le monde professionnel. Euh, donc voilà, et c'est aussi la première fois à Segré, là, à 23 ans, que on me trouve un travail pour que je puisse vivre. Et donc, je fais mes 8 heures de travail administratif à l'époque. Et le soir, je vais m'entraîner pour jouer le week-end. Et c'est un rythme de vie qui me fatigue. Et en tout cas au départ. Et j'ai du mal à trouver ce rythme-là pour pouvoir m'exprimer du mieux possible en tant que joueur. Donc voilà, c'est des périodes où j'ai encore des blessures au genou, etc. Ça m'éloigne des terrains. Les gens, les staffs changent dans certains clubs. À Ancenis, on n'avait pas de très bons résultats, donc l'entraîneur saute. Donc l'entraîneur qui m'a fait venir n'est plus le même en fin de saison. Enfin, bref, c'est le foot. Et de toutes ces expériences-là, malgré tout, alors là j'arrive à 25 ans, euh, bah, il y a un- une relation qui se réétablit avec le SCO. Et donc, à 25 ans, de ce gré, je reviens au SCO d'Angers, qui n'est plus en Ligue 2, mais qui a descendu d'un échelon, qui est en national, donc l'équivalent de la 3e division française. Et moi, de la 4e division, je remonte donc en 3e division. Et j'arrive dans une équipe qui est complètement nouvelle. Euh, je ne suis pas pro, je suis un joueur amateur et dans les discussions que j'ai avec les directeurs du club à l'époque, je négocie en fait mon diplôme d'entraîneur, mon diplôme d'éducateur. Et en fait, je suis joueur avec l'équipe première, sous statut amateur. Je gagne un petit peu d'argent, mais rien d'extraordinaire, vraiment rien d'extraordinaire. Et il me finance ma formation d'éducateur. Donc c'est à partir de 25 ans où je me dis,
le foot pro, c'est tellement instable, c'est tellement difficile de l'atteindre. Et une fois qu'on pense l'avoir, ça peut se terminer tellement vite que je vais préparer la suite, sachant que la reconversion d'un joueur pro, elle peut arriver à 35 ans, comme elle peut arriver à 25 ans, on ne sait pas. Une Mhm. grave blessure peut te malheureusement mettre fin à ta carrière. Et même si tant est que tu deviennes un super joueur professionnel, tu as une autre vie hein, après le foot. Donc il faut bien que tu fasses quelque chose de ta vie. Alors moi, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Et puis, petit à petit, tout en jouant en pro, mais sous statut amateur, j'ai commencé à entraîner en fait des jeunes et à passer mes diplômes. Et puis, bah, en tant que joueur, euh, au fur et à mesure des années, 26 ans, on a un nouveau coach, on a une nouvelle équipe. Là, on joue bien. Bon, c'était avant ça, ouais, 25, 26 ans. Bref, là, je fais 6 années avec l'équipe première, dans laquelle on alterne de la nationale, donc de la division 3 et de la Ligue 2. Il y a une saison où je deviens titulaire et je fais peut-être 40 matchs dans la saison. La saison d'après, on m'offre un contrat pro que je signe. Euh, donc là, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, mais je n'en vis pas. Je ne travaille pas comme coach. Je suis à temps plein comme joueur. Et puis, voilà. Et là, j'arrive jusqu'à 29 ans, toujours à Angers. En parallèle, j'ai une petite famille bah, qui s'installe dans ma vie, entre guillemets. Je rencontre la maman de mes enfants, on a un premier enfant, on en aura un deuxième après. Et donc, j'ai voilà, ma vie d'homme qui continue d'évoluer en parallèle de ma vie de joueur de foot. Puis à 29 ans, ça s'arrête au SCO d'Angers. Et là, je vais de nouveau retrouver le monde amateur. À 30 ans, à Vitré, une petite ville dans l'ouest de la France. Et à 31 ans, je vais finir ma modeste carrière de joueur en National 2 à Saint-Brieuc, voilà, qui est en Bretagne. Et voilà, et là encore, je suis deux formations. J'avais eu mon premier diplôme, mon premier degré, et là j'attaque mon deuxième degré, théorique et pratique. Et puis je vais entamer également une formation à distance dans le management du sport. Voilà. Donc je prépare tranquillement mon, ma reconversion. Et je vais obtenir tous ces diplômes-là. Et puis à 31 ans, donc fin de François en tant que joueur. Et puis bah, je reçois un jour un coup de téléphone du FC Nantes qui cherche un coach pour anticiper le départ à la retraite de monsieur Jean-Claude Bauduin, qui a été mon propre formateur au FC Nantes quelques années plus tôt. Voilà. Et lorsque le FC Nantes, Laurent Guyot, m'appelle, Laurent ça a été un de mes grands frères au centre de formation. Il a 4 ans de plus que moi. On s'est côtoyé au centre de formation, mais on n'a jamais joué l'un avec l'autre parce que bah, il était plus âgé que moi. Mhm. Mais Laurent est devenu, après sa carrière de joueur professionnel, le directeur du centre de formation du FC Nantes. Et il m'appelle pour me sonder si j'ai un intérêt pour devenir entraîneur à la formation et notamment à la pré-formation pour m'occuper des 14 et 15 ans du club. Euh, un an en binôme accompagné de Jean-Claude Bauduin, donc, qui est hyper diplômé, qui est hyper expérimenté et qui représente pour moi mon ancien coach, mais aussi bah, c'est un mentor, quoi. Mhm. Et donc j'ai cette proposition-là. Je suis pas tout seul pour le poste. Ils ont fondé d'autres personnes, mais disons que je corresponds à un profil.
Et puis bah, je suis choisi. Voilà. Donc en 2005, j'arrête volontairement de jouer au foot. Et puis je deviens un jeune éducateur, j'ai 31 ans. Et je suis très flatté que le FC Nantes m'appelle, mais aussi très, très, très fier de revenir dans mon club formateur, avec l'idée forte de pouvoir redonner à des jeunes joueurs ce que j'ai pu apprendre moi dans ce club-là en tant que jeune.